Avant de commencer, je voudrais bien entendu remercier nos intervenants et experts de ce jour, à commencer par Madame Elsa Garnier, qui est chargée d'études et développement au sein de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de la GFIP. Je remercie également Mesdames Kaufmann et Randy du groupement d'employeurs pour travailleurs handicapés, qu'on appelle plus souvent le GETH, ainsi que ma collègue Sandrine Bévy, qui est conseillère mission locale et référente handicap au sein de la Maison de l'Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan. Je remercie enfin Monsieur Marc Cussac, qui est co-gérant de l'entreprise adaptée Réactive 2M et également délégué régional de l'Union nationale des entreprises adaptées, dite UNEA. Enfin, je remercie Monsieur Michel Tissot, qui nous rejoindra dans un moment, qui est le gérant de l'entreprise Filcar et qui nous apportera, lui, son témoignage et nous fera part de son expérience. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ce que je vous propose peut-être pour démarrer cette présentation, c'est de faire un retour rapide sur le petit quiz qu'on a pu vous adresser avec les invitations. Donc, vous retrouverez bien sûr l'ensemble des coordonnées de nos participants ainsi que le support à l'issue du club. On vous enverra l'ensemble des documents. On reviendra tout à l'heure sur la présentation. Voilà un petit retour sur le quiz. Alors, une dizaine d'entreprises ont répondu à ce quiz. Je vous en remercie. Première question, on vous demandait, voilà, est-ce que votre entreprise aujourd'hui est sensibilisée à l'accueil et à l'intégration de travailleurs en situation de handicap? Et voilà, on voit que pour la majorité d'entre vous, 62,5%, ce n'est pas encore le cas, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça puisse évoluer favorablement à l'issue de ce club. Pour ceux qui sont sensibilisés à l'accueil et à l'intégration aujourd'hui de travailleurs en situation de handicap, on peut peut-être voir sur la slide suivante, je vous interrogeais un petit peu sur de quelle façon cette sensibilisation apparaissait. Alors, pour la majorité d'entre vous, pour la moitié, tout simplement par le fait d'avoir recruté des personnes en situation de handicap, 50%. Le deuxième biais, c'était la sensibilisation de vos équipes au handicap, pour 25%. Et enfin, on va dire presque à égalité, le recours à la sous-traitance et enfin le maintien dans l'emploi de collaborateurs en situation de handicap. Voilà pour ceux qui ont je dirais déjà une fibre handicap ou qui y travaillent. Pourquoi mon entreprise n'est pas encore sensibilisée à l'inverse à l'accueil et à l'intégration de travailleurs en situation de handicap? Pour nombre d'entreprises, c'est un problème de taille d'entreprise. Voilà, vous m'avez dit, mon entreprise est de trop petite taille et très souvent également, je manque de temps. Je manque du temps pour m'en occuper et certains me disaient, c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Voilà, je veux prendre du temps pour ça. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas aujourd'hui d'obligation d'emploi, mais vous êtes intéressé par la thématique. Le manque d'information également ressortait à égalité. Et enfin, pour certains d'entre vous, vous avez des handicaps qui sont peu visibles dans l'entreprise, donc vous n'avez pas particulièrement travaillé sur cette thématique. Alors, qu'évoque pour vous la notion de handicap au travail? Alors, il est un peu plus compliqué à lire ce graphe, puisque vous aviez la possibilité d'évaluer en fait chacun des items de tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord, à pas du tout d'accord. Alors, une obligation légale, pour la plupart d'entre vous, vous êtes d'accord, complètement d'accord, ou plutôt d'accord, c'est une obligation légale. Une difficulté supplémentaire, pas d'accord. En majorité, vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Une situation peu répandue dans votre entreprise, plutôt d'accord, se détache un petit peu. Une occasion d'entraide, je suis ravi de voir que vous êtes tous tout à fait d'accord, ou plutôt d'accord. Et enfin, une richesse pour l'entreprise, vous êtes globalement tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. Voilà sur la notion du handicap. Peut-être peut-on passer à la slide suivante. Pardon. Alors, selon vous, l'intégration de personnes en situation de handicap dans votre entreprise est-elle possible? Oui, mais avec un accompagnement. Je vous dirais que ça tombe très très bien. Oui, facilement pour certains d'entre vous. Donc, je vous inviterai à faire part de votre expérience, bien entendu, pendant ce club ou à l'issue du club. Voilà une petite question un peu plus technique, mais qui est révélatrice, je trouve. Connaissez-vous votre taux d'emploi? Pour la majorité, vous ne le connaissez pas, 87,5%. Enfin, vos attentes sur ce club,
J'espère qu'on pourra y répondre, mais je pense qu'on est bien parti pour. À 40%, des outils pour mieux intégrer des personnes en situation de handicap, et on verra comment le faire. Des informations sur la réforme à 30%, également à 30%, des solutions pour recruter. Et je pense que l'ensemble des experts qui sont présents aujourd'hui, parce qu'on voulait avoir une co-animation qui soit riche, pourront vous apporter ces réponses. Voilà très rapidement sur ce retour au petit questionnaire. Je vous remercie encore d'avoir joué le jeu et d'y avoir répondu. Ok, donc on peut commencer. Donc je suis Laurence Elsa Garnier. Je suis donc chargée d'études et développement à l'AGFIP. Donc AGFIP Auvergne-Rhône-Alpes. On a 2 sites, un à l'île d'Abo et un à Clermont-Ferrand. Et depuis le mois d'août, je suis sur le département de l'Isère. Voilà, donc d'où ma présence aujourd'hui. On voulait vous présenter donc, bon, je vais vous présenter l'AGFIP, les principaux changements qui sont liés à la réforme de l'obligation d'emploi, avec l'intervention donc du GETH et de l'entreprise adaptée Réactive 2M qui pourront témoigner pour vous aider à mieux remplir votre obligation. On vous donnera également quelques conseils pour recruter une personne en situation de handicap et on finira par l'offre de conseils et d'accompagnement de la GFIP en direction des entreprises, notre réseau des référents handicap ainsi que notre centre de ressources AGFIP. L'AGFIP, donc, on est un fonds de développement qui favorise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, sachant que dans le secteur public, donc notre alter ego, c'est le FIPHFP. Donc, le fonds de l'AGFIP est alimenté donc, par les entreprises de 20 salariés et plus qui n'atteignent pas le taux d'emploi légal de 6% de travailleurs handicapés. Donc, les missions de l'AGFIP, c'est, donc on ne peut pas agir seul, donc c'est la mise en œuvre de cadres de coopération institutionnelle et opérationnelle, donc avec de nombreux interlocuteurs, pour faire en sorte que le besoin des personnes en situation le besoin des personnes en situation de handicap soit bien pris en compte dans les politiques publiques ou privées, puisqu'aujourd'hui on parle bien d'inclusion, donc la GFIP elle ne peut pas agir seule. Donc, on pilote également un grand nombre de réseaux de partenaires et de prestataires et grâce aux contributions des entreprises qui sont de l'ordre de 454 millions d'euros, en tout cas en 2020, on est plutôt sur la même tendance depuis quelques années, on déploie une offre de services, de prestations et d'aides en direction des personnes en situation de handicap, en direction des entreprises et en direction de partenaires. Donc rapidement, je vais vous présenter une petite vidéo qui dure 2 minutes, qui va resituer le cadre de la GFIP, son contexte et ses missions. Le saviez-vous? En France, l'emploi des personnes handicapées est aujourd'hui une réalité. Près d'1 million d'entre elles travaillent et 80% des entreprises de 20 salariés et plus emploient au moins une personne en situation de handicap. Chaque année, avec l'aide de la GFIP, près de 70 000 personnes handicapées signent un contrat de travail et 18 000 personnes conservent leur emploi. Qu'est-ce que la GFIP? C'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Créée en 1987 pour développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises, la GFIP est gouvernée par des représentants des entreprises, des salariés, des personnes handicapées et de l'État. Nos actions sont financées par les contributions des entreprises privées qui ne remplissent pas totalement leur obligation de 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif. Nous sommes 450 collaborateurs présents sur 21 sites, en métropole et dans les départements d'outre-mer. Au plus près des besoins, nous proposons des services et des aides financières aux personnes en situation de handicap et aux entreprises. Aux personnes handicapées, nous proposons des solutions ciblées et personnalisées tout au long de leur parcours d'insertion vers l'emploi, notamment pour s'orienter, se former, obtenir un contrat de travail ou même créer une entreprise. Nous soutenons également les salariés devenus handicapés ou dont le handicap évolue afin qu'ils puissent continuer à travailler et évoluer. Pour eux, nous mettons tout en œuvre pour leur permettre de compenser leur handicap. Des solutions simples, comme par exemple prendre en charge le coût d'un taxi pour une personne ayant des difficultés à se déplacer, jusqu'à l'aménagement d'un camion pour permettre au chauffeur ayant perdu l'usage d'une main de conserver son emploi. Nous conseillons et accompagnons les entreprises, quelle que soit leur taille, pour inclure le handicap dans leur politique de ressources humaines. Lors de rendez-vous personnalisés ou dans le cadre du réseau des référents handicap, nous construisons avec elles des actions concrètes. Nous mettons également à leur disposition des guides, des vidéos,
un jeu pour sensibiliser leurs équipes au sujet emploi-handicap, et leur proposons aussi des actions de communication clés en main pour valoriser leur engagement. Pour les acteurs de la formation, la ressource Handicap Formation propose soutien et conseils pour mieux prendre en compte le handicap en formation. Acteur de référence sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap, la GEFIP est l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, de tout acteur de l'emploi, de la formation et du handicap au niveau régional et national. Avec eux, nous construisons des politiques publiques qui donnent toute leur place aux personnes handicapées. Enfin, parce que nous sommes convaincus que le handicap fait progresser les entreprises et la société tout entière, nous soutenons les innovations qui permettent de construire un marché de l'emploi toujours plus inclusif. Donc, toutes les entreprises doivent chaque mois remplir le temps de présence des personnes en situation de handicap dans leurs effectifs via la déclaration sociale nominative. Et ça concerne toutes les entreprises, qu'elles soient de 20 salariés et plus, ou les petites entreprises, sachant que seuls les 20 salariés et plus contribuent à l'obligation d'emploi. Alors, ça permettra donc d'avoir une visibilité sur ce qui se fait dans les petites entreprises, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette visibilité, même si on sait qu'elles sont très actives, puisque les placements de Cap Emploi, l'organisme spécialisé sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, 50% des placements se font dans des petites entreprises de moins de 20 salariés. Donc là, ça permettra d'avoir une visibilité globale et éventuellement et de pouvoir mettre en conformité nos aides en fonction des besoins des petites et des grandes entreprises. Donc, tous les mois, une déclaration via la déclaration sociale nominative. Et puis, à la fin de l'année, début janvier, l'URSSAF vous transmettra une photographie de ce que vous avez rempli tous les mois en vous disant quel est votre taux d'obligation d'emploi. À partir de ce moment-là, vous recevrez aussi, mais ça on verra peut-être plus tard, tout ce que vous avez fait au niveau de l'intérim et au niveau du recours à la sous-traitance. Ces partenaires, en tout cas ces organisations vous enverront ce que vous avez, quel est le recours que vous avez eu auprès d'elles, et vous pourrez remplir votre déclaration en février et payer la contribution, si vous avez une contribution à payer, les 5 ou le 15 mars, ça sera en fonction de la taille de votre entreprise. Sachant que cette année, il y a une dérogation puisque, au regard de la crise sanitaire, vous allez remplir votre déclaration en mai pour un versement en juin. Voilà, c'est ce qui avait déjà été, en 2020, on a déjà permis, vous avez rempli votre déclaration en février, mais si vous l'aviez demandé, vous pouviez verser uniquement en juin et pas en mars pour vous permettre de pallier aux difficultés liées à la crise. On me demande, est-ce que cela signifie que les entreprises n'auront plus à réaliser les calculs? Non, normalement, c'est l'URSSAF qui transmettra en mois de janvier la situation de l'entreprise par rapport évidemment à ce qu'elle a rempli au niveau de la DSN. Donc, par rapport à la réforme, il y a toujours une obligation de 6%, c'est un taux plancher, donc il sera révisable tous les 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra jamais aller en deçà de 6%, mais peut-être que le taux d'emploi pourrait évoluer au-delà de 6% en fonction du taux de prévalence des personnes en situation de handicap dans la population active, et puis aussi par rapport à la demande d'emploi. Alors, la réforme, ça c'est un gros changement puisque l'obligation d'emploi maintenant va être calculée au niveau de l'entreprise et non plus au niveau des établissements comme préalablement. Donc, ça peut avoir un impact pour un grand nombre d'entreprises qui sont avec beaucoup d'établissements et pour lesquels ces établissements qui étaient de moins de 20 salariés jusqu'à présent ne comptaient pas dans le calcul du taux d'obligation d'emploi. Aujourd'hui, on va calculer le taux d'obligation d'emploi au niveau de l'entreprise. Donc, j'ai mis un exemple. Par exemple, une entreprise qui emploie 150 salariés à son siège, dans son siège social et qui compte 100 magasins qui emploient 10 salariés chacun,
En 2019, donc, seul le siège effectuait sa déclaration puisque les autres magasins étaient en deçà de 20 salariés. Et à partir donc, de 2020, toute l'entreprise, les sièges et les magasins est assujettie. Donc, au lieu de déclarer 6 unités bénéficiaires, elle devra en avoir 68. Donc, ça peut avoir un impact considérable pour un grand nombre d'entreprises. Et donc, il y a des modalités transitoires qui sont prévues pour étaler la charge. Par rapport aux changements liés à la réforme, on va prendre dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc dans les 6%, on prend donc les personnes qui sont en situation de handicap et quelle que soit la nature et la durée du contrat. Donc, c'est soit des CDI, soit des CDD, l'intérim aussi. Donc, j'en profite pour vous dire que depuis le 1er janvier 2019, l'intérim, le fait d'avoir recours à l'intérim pour embaucher une personne en situation de handicap, c'est un motif de recours. Donc, vous n'avez plus besoin de demander, vous n'avez plus besoin de demander suite à un remplacement ou à un surcroît d'activité. Le simple fait d'avoir une mission et que vous appelez l'entreprise de travail temporaire en leur demandant de recruter une personne en situation de handicap, c'est un motif. Donc ça, c'est important. Donc ça vous permet de remplir une partie de votre obligation d'emploi via l'intérim, mais aussi via les services civiques. Via les stages aussi, donc quelle que soit la durée des stages, préalablement on était sur une durée de 35 heures, là c'est quelle que soit la durée, et puis les PMSMP qui sont aussi des stages en entreprise. Donc ça, c'est toutes ces modalités, ça vous permet de répondre à votre obligation d'emploi. Donc désormais, les effectifs pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont comptabilisés en moyenne annuelle. Avant, donc, les personnes qui étaient embauchées, par exemple, qui avaient un CDI avec un temps partiel de 50%, elles comptaient pour 0,5 unités bénéficiaires. Et puis, au-delà de 50%, elles comptaient pour 1. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisqu'on prend en compte l'effectif moyen annuel. Donc, une personne qui est embauchée pour 80% de son temps, elle comptera 0,8 si elle est embauchée toute l'année, si elle est là en présence toute l'année. Voilà, donc sinon on proratise par rapport à son temps de travail et par rapport à son entrée dans l'entreprise. On parle de l'entreprise comme entité d'assujettissement. Comment ça se passe pour le cas du groupe avec la holding et les filiales? Alors nous, on part toujours à partir du SIREN. Donc tous les établissements qui sont reliés au SIREN, c'est à partir de ça qu'on calcule le taux d'assujettissement. Ok, merci. Question complémentaire, comment faire quand l'entreprise détient beaucoup d'établissements avec une personne? Toujours, on calcule au niveau du SIREN. Ok. On prend les effectifs au niveau du SIREN. Merci. Donc, préalablement, vous aviez un certain nombre de minorations, notamment lorsque vous recrutiez des personnes qui sortaient des AT ou de A, d'entreprises adaptées, c'était la première embauche, il y avait la reconnaissance de la lourdeur du handicap, etc. Donc, il y avait des minorations. Aujourd'hui, ces minorations n'existent plus. Et donc, il y a une valorisation spécifique pour les salariés handicapés de 50 ans et plus. Donc, ils sont valorisés à 1,5 ETP. Donc, je vous ai un exemple. Donc, pour une personne qui a été embauchée donc, à 80% à compter du 1er juillet, donc sera comptabilisée pour 0,6 ETP, puisqu'on a valorisé à 1,5. Bon, je vous laisserai de regarder attentivement le diapo à l'issue de la réunion. Et puis, je ne sais pas si vous êtes concernés, mais concernant la liste des ECAP, donc c'est des emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières. Il y a 36 catégories, il y a 36 catégories aujourd'hui. Alors, j'ai cité quelques exemples comme les ambulanciers, les pompiers, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs d'engins lourds de levage, etc. On avait demandé, en tout cas, le législateur souhaitait qu'il y ait une révision de la liste de ces ECAP, puisque cette liste était d'actualité depuis 1988 et elle devenait obsolète.
dans le sens où aujourd'hui, grâce aux moyens technologiques et les aménagements de postes qu'on peut mettre en place, il n'y avait plus lieu d'avoir ce type d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières. Donc, on avait demandé aux branches professionnelles de retravailler la liste. Ça a été fait, mais la secrétaire d'État donc aux personnes en situation de handicap, enfin chargée du handicap, Sophie Cluzel, a retoqué la liste puisque elle était quasi similaire, voire elle avait augmenté, enfin, il y avait des postes qui étaient en plus. Donc, l'idée, ce n'était pas celle-ci. Donc, les branches doivent de nouveau renégocier et de revoir cette liste. Et donc, je ne sais pas quel est le délai, mais on devrait l'avoir, je pense, dans l'année, en espérant que ça soit bien le cas. En revanche, ce qui change aujourd'hui, ce qu'on sait déjà, c'est que pour calculer la liste des ECAP, en tout cas le type d'ECAP, le calcul a changé. C'est un barème unique aujourd'hui, et quelle que soit la taille d'entreprise, qui n'était pas le cas préalablement. Et on calcule les effectifs d'ECAP qu'on multiplie par 17 fois le SMIC horaire brut. Et ça, c'est en déduction de la contribution. Donc, pour certaines entreprises, notamment celles qui avaient plus de 80% d'ECAP dans ses effectifs, ça peut avoir un impact, ça peut impacter lourdement sa contribution aujourd'hui. Préalablement, vous aviez des dépenses déductibles. Donc, aujourd'hui, elles sont au nombre de 6. Et ces dépenses déductibles, donc, elles sont plafonnées à hauteur de 10% du montant de la contribution. Là encore, je vous laisserai aller voir sur notre site quels sont ces types de dépenses. Voilà, il faut savoir que la liste a été réduite. Alors, avant le recours à la sous-traitance, donc au niveau des entreprises adaptées, les ESAT et les travailleurs indépendants handicapés, donc c'était vous pouviez répondre à votre obligation d'emploi par ce recours. Aujourd'hui, les modalités de déclaration, les modalités sont différentes puisque ça vient en déduction de la contribution. Je ne suis pas sûre d'être très claire, je suis désolée. Donc, le recours à la sous-traitance, il faut toujours, enfin, effectivement, est toujours à valoriser, mais sous la forme de la déduction de votre contribution. Ce qui sera pris en compte, c'est un taux unique. Avant, donc, en fonction, on avait plusieurs taux. Aujourd'hui, on a un taux unique et on prend en charge uniquement le 30% du coût de la main-d'œuvre pour tout type d'achat, que ce soit des prestations, des achats de biens, etc. Et plus l'entreprise emploie de travailleurs handicapés et plus le plafond des déductions des dépenses au titre de la sous-traitance est élevé. Donc là, on y reviendra tout à l'heure, on a une petite vidéo et puis je pense que M. Marc Lussac pourra revenir là-dessus. S'agissant des accords agréés, donc les entreprises qui veulent mettre en place leur propre politique handicap ont la possibilité de le faire en signant donc un accord agréé qui est entre guillemets, donc elles ne versent donc plus de contribution à la GFIP. Elles mettent en place leurs actions en termes de recrutement, en termes de maintien dans l'emploi. Et donc, elles versent, dans le cadre de cet accord, ce qu'elles auraient dû verser à l'entreprise, le montant de la contribution qu'elles auraient dû verser elles doivent au moins consacrer dans le terme de leur accord le montant de la contribution qu'elles auraient dû verser à la GFIP. Et donc, à partir de 2020, les entreprises donc, sous accord agréé pourront, donc c'est un accord agréé de 3 ans qui pourra être renouvelé une fois. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de durée de renouvellement et donc il y a certaines entreprises qui ont des accords depuis de nombreuses années et aujourd'hui, donc l'accord sera renouvelable une fois. Donc, comme je vous l'ai dit, ces changements liés au fait qu'on calcule au niveau du SIREN aujourd'hui, ça peut avoir de lourdes conséquences pour les entreprises. Et donc, pour atténuer cette hausse trop importante qui résulterait de la réforme, il est prévu en 2020 un abattement par tranche de hausse par rapport à la contribution de 2019. Donc, c'est un abattement de 30% jusqu'à 10 000 euros, de 50% au-delà de 10 000 et jusqu'à 100 000 euros, et 70% au-delà de 100 000. Et puis, à partir de 2021 jusqu'à 2024, ça sera un taux d'abattement unique par année. Et donc, en 2021, ce sera 80% de la différence entre l'année N et l'année N-1, et en 2024, jusqu'à 50%, pour permettre aux entreprises, en fait, de mettre en place des actions qui leur permettent de répondre à leur obligation d'emploi et qu'elles soient moins impactées par le changement lié à la réforme.
j'ai une question justement par rapport à la réforme pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, les URSSAF, en gros, vont calculer effectivement les unités que l'entreprise, dans sa globalité, doit fournir, entre guillemets. On a bien évidemment l'embauche directe ou indirecte, comme vous avez précisé. On a les 10%, alors qu'est-ce que j'ai noté? C'est les dépenses déductibles. Les dépenses déductibles qui vont à hauteur de 10%. Donc là, qu'est-ce que vous entendez par dépenses déductibles? Parce que vous avez dit qu'il y avait 10 catégories, c'est ça? 6. J'ai du mal à faire la différence. Désormais, il y en a 6. Parce que j'ai du mal à faire la différence entre les dépenses déductibles et la sous-traitance, en fait. Ah, alors ça n'a rien à voir. Effectivement, donc la sous-traitance, c'est vraiment le recours à des ESAT, des entreprises adaptées ou des travailleurs indépendants handicapés. Et effectivement, pour les prendre en compte dans le calcul de la contribution, ça vient en diminution de la contribution brute. D'accord? Le recours à la sous-traitance. Voilà. Et les dépenses déductibles viennent aussi, dans la limite de 10%, réduire votre contribution brute. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ça se fait en 2 étapes, hein, finalement. Oui. J'ai mon nombre de collaborateurs que j'ai recruté. Voilà, l'effectif global. On parle en effectif, en équivalent de temps plein, les 20 salariés, ouais, en ETP. OK. Donc, j'obtiens finalement un montant de contribution. Voilà, un montant de contribution. Alors, on parle de montant de contribution brute auquel vous allez pouvoir déduire le recours à la sous-traitance, le recours, déduire les dépenses déductibles qui sont bien précises. Hein, ça peut être de l'information sensibilisation sous certaines conditions. Ça peut être de l'aménagement de poste, d'accessibilité dans l'entreprise sous certaines conditions. Enfin, la liste, elle est vraiment bien établie. Et puis, le recours également, il y a encore une troisième, mais de mémoire comme ça, je ne sais plus. Et donc, ça va vous permettre d'arriver à un calcul de contribution nette. Donc, vous êtes passé à brut, à net, en déduisant avec ces 3 dépenses. Et à partir de cette contribution nette, vous allez pouvoir aussi donc, avoir les mesures transitoires qui vont s'appliquer. Et et qui vont vous permettre après d'avoir la contribution réelle que vous avez payée à la GFIP. Et on est d'accord que notre nombre d'unités, il sera toujours noté sur les dépenses qu'on aura fait auprès des ESAT, sur les dépenses qu'on aura fait auprès des sous-traitants, c'est ça? Alors, donc maintenant, depuis peu, là, mais peut-être que M. Cussac vous l'expliquera après. Si auparavant, vous avez raison, on transformait le chiffre d'affaires réalisé avec les EA, les ESAT en unités bénéficiaires équivalentes pour l'emploi indirect, aujourd'hui, vous prenez 30% du montant du chiffre d'affaires réalisé manufacturé, c'est-à-dire coût de main-d'œuvre. Vous enlevez tout ce qui est consommation, matières premières, etc. D'accord. Vous prenez 30% et ces 30% vous donnent l'enveloppe que vous allez pouvoir déduire du montant de la contribution restante due. C'est-à-dire que si vous réalisez un chiffre d'affaires de 10 000 euros manufacturé avec une EA ou un ESAT, vous prenez donc les 3 000 euros. Ces 3 000 euros viendront en déduction du montant de la contribution restante due. Alors, vous retrouverez sur le site de la GFIP, on vous a mis des liens dans le cadre, sur le diaporama, donc des petites vidéos qui reprennent les grands principes de la réforme. C'est des vidéos de 3 minutes qui sont vraiment très bien faites. Vous retrouvez aussi sur notre site un simulateur, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça, c'est pour calculer votre contribution à venir. Donc, vous êtes guidé pas à pas. À chaque fois que vous rentrez un renseignement, vous avez des fiches techniques qui vous expliquent en gros comment ça marche. Et puis, vous avez la possibilité aussi de poser des questions en direct pour si vous avez encore des questions que vous n'avez pas, auxquelles la foire aux questions ne répond pas. Là encore, on a une foire aux questions qui est très bien fournie. Il y a beaucoup d'informations et donc je vous invite vraiment à aller voir le simulateur, à aller voir la foire aux questions. Et puis, si vous avez encore des questions résiduelles, posez vos questions en direct sur le site. Vous retrouvez aussi sur notre site un guide pratique qui reprend l'ensemble de la réforme avec les différentes étapes. Et puis, donc, ce que je vous disais, de nombreuses fiches techniques et puis des petites vidéos qui vous présentent les grandes lignes.